Parmi les planètes telluriques du système solaire, s'il y en a bien une qui reste mystérieuse après des décennies d'exploration spatiale, c'est Mercure. Le corps céleste lourd le plus proche du Soleil est paradoxalement celui le moins visité de notre entourage. Même Jupiter et Saturne, des planètes beaucoup plus éloignées que ne l'est Mercure par rapport à la Terre, sont bien plus souvent visitées par des sondes spatiales. La question est de savoir pourquoi. Mercure est une planète connue depuis l'Antiquité, voire même bien avant. Nul ne sait qui l'a découvert en premier. C'est un mystère complet qui ne sera probablement jamais résolu à moins de remonter dans le temps et de faire une espèce de sondage mondial complet, ce qui est strictement irréaliste. Elle a été toutefois étudiée par les Grecs, les Babyloniens, les Chinois et encore d'autres civilisations, donc elle était déjà connue et étudiée à l'époque. Et la grande avancée majeure de ces derniers siècles, c'est que Mercure est la planète la plus proche du Soleil, et qu'il n'y a aucun corps céleste équivalent qui orbite entre la planète et notre étoile. Il faut savoir que dans les années 50, la course à l'espace ne se cantonnait pas qu'à la Lune. Il y avait aussi la course à l'orbite terrestre, qu'elle soit basse ou haute. Puis ensuite, l'espace interplanétaire. Et enfin, les planètes. C'est pour ça qu'avant les missions américaines Apollo, les États-Unis et l'URSS se sont déjà fightés sur d'autres terrains que celui de la Lune. Ce sera le cas pour l'orbite terrestre, pour Vénus, pour Mars, mais pas pour Mercure. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette petite planète ne susciterait pas d'intérêt de la part des superpuissances et de la communauté scientifique au XXe siècle ? Les raisons sont plutôt simples. Les planètes Vénus et Mars étaient encore méconnues, on avait une idée de leur surface, mais simplement depuis des télescopes sur le plancher des vaches. Et au-delà de simplement connaître leur géologie en détail, leur champ magnétique ou leur taille précise, il était aussi question de débusquer une trace de vie extraterrestre. L'enjeu était scientifique, mais surtout politique, c'est pour ça que Vénus et Mars passèrent en priorité. Elles ont la particularité de se trouver avec la Terre dans ce qu'on appelle la zone habitable. Une zone circulaire orbitale immatérielle à suffisamment bonne distance pour abriter la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pas trop proche pour éviter de brûler et pas trop proche pour éviter de geler. En dehors de la zone habitable, les températures deviennent naturellement infernales ou bien suffisamment glaciales pour faire passer la chaleur d'un réfrigérateur pour une chambre magmatique. Et ça, la vie, surtout la vie complexe, elle l'aime pas trop, elle préfère quand c'est à bonne température. Et c'est le cas de Vénus et Mars. Elles se situent dans la bonne zone habitable. Du moins en théorie. Parce qu'en pratique, les différentes missions spatiales dans les années 60 ont révélé un climat chaotique et infernal pour Vénus, en partie causé par sa pression atmosphérique extrême, et pour Mars, une atmosphère extrêmement ténue, un champ magnétique inexistant et des températures extrêmement basses, dignes de l'Antarctique. L'Antarctique, mais sans dioxygène, et avec 98% de CO2, et avec une pression 100 fois moins importante. Dans ces conditions-là, impossible pour la vie d'apparaître et de se développer correctement. Mais à l'époque, on ne le savait pas, on pensait vraiment que Vénus pourrait abriter une sorte de climat tropical avec des dinosaures, et Mars une espèce de gigantesque océan à son hémisphère nord. On a eu un doute, on a eu une curiosité. Et ce doute et cette curiosité ont été suffisants pour explorer ces planètes. Et la grandeur de la nation aussi. La mère patrie d'un côté, l'oncle Sam de l'autre. Mais ce n'était pas le cas de Mercure. Elle était trop proche du Soleil pour avoir des températures modérées, et trop peu massive pour héberger une atmosphère sans se faire balayer par les vents solaires. Les scientifiques ne prirent alors aucun risque des deux côtés tant que la course à l'espace n'était pas terminée. Mais au-delà de ça, son orbite très proche du Soleil rend l'accession à la planète particulièrement difficile, bien plus difficile que ne l'est Vénus par exemple. Il ne suffit pas simplement de décoller de la Terre et d'aller directement vers Mercure, ça ne marche pas comme ça, parce que les planètes tournent autour du Soleil. Et comme vous partez d'une planète, il est impossible de se libérer de ce mouvement naturel, vous vous laissez faire tout simplement. Pour se faire capturer par l'attraction gravitationnelle de Mercure, il faut avant tout drastiquement baisser sa vitesse pour mieux être attiré par le Soleil et ensuite l'abaisser de nouveau pour ne pas repartir vers l'orbite terrestre, mais bien assimiler celle de l'orbite de Mercure. Et tout ça ne doit pas se faire à l'aveugle, il faut calculer l'intégralité du trajet à l'heure près, quitte à revenir vers la Terre pour mieux se relancer vers la petite planète grise. Tout cela demande des calculs extrêmement précis et des trajectoires extrêmement difficiles à gérer. Et ça, dans les années 60, on ne savait pas encore faire. Mercure représentait une perte de temps, purement et simplement. Ce n'est qu'à partir de 1973 que la NASA, l'agence américaine, commença sérieusement à se pencher sur le sujet. Elle lancera sa sonde Dernier Cri Mariner 10 le 3 novembre de cette même année. Mariner 10 deviendra le tout premier objet humain
à s'approcher de Mercure. La sonde survolera la planète le 29 mars 1974. Elle transmettra des images d'une qualité exceptionnelle pour l'époque et qui permettront d'en apprendre plus sur elle. On découvrira que Mercure possède un champ magnétique et la sonde confirmera qu'elle ne possède quasiment pas d'atmosphère. Les images révèlent une surface grisâtre, parsemée de cratères et de poussières volcaniques, un peu comme la Lune. Entre mars 1974 et mars 1975, la sonde effectuera 3 survols autour de Mercure, plutôt proches d'ailleurs, à quelques centaines de kilomètres seulement. Et le tout avant de ne plus jamais revenir. 45% de sa surface sera photographiée, ce qui est plutôt pas mal pour l'époque. Mais que se passe-t-il si on se consacre pleinement à l'élaboration d'une sonde dont l'objectif principal est l'étude entière de la planète? C'est dans cet esprit que sera envoyée l'une des sondes spatiales les plus importantes de ce début de siècle, Messenger. Et oui, le nom de la sonde, c'est réellement ça, c'est un acronyme ultra chiadé, je sais même pas comment ils ont fait pour avoir l'inspiration pour trouver ça. Lancée par la NASA le 3 août 2004, cette sonde effectuera plusieurs orbites autour du Soleil, notamment des visites de la Terre et Vénus, avant de se mettre en orbite autour de Mercure à partir de 2011. Son objectif était simple, analyser la planète sous toutes ses coutures, son exosphère, son champ magnétique, son noyau, sa fine atmosphère, sa géologie, sa surface, la totale. La mission sera une franche réussite sur de nombreux aspects techniques, ce qui permettra à la NASA d'obtenir une liste exceptionnelle de photographies d'une qualité remarquable. L'intégralité de la surface sera cartographiée. On en saura plus aussi sur son champ magnétique, ce qui permettra de théoriser l'existence d'un noyau liquide comme la Terre. Sur certaines images, on pourrait confondre la surface à celle de la Lune, mais ces cratères grisâtres viennent d'un corps orbitant autour du Soleil à des centaines de millions de kilomètres de la Terre. À la fin de la mission, il a été convenu de faire s'écraser la sonde en lui donnant une trajectoire de collision avec la planète. Voici d'ailleurs la toute dernière photo que Messenger prendra le 30 avril 2015. Et c'est tout. Ce sont à ce jour les 2 seules constructions humaines artificielles à avoir visité Mercure. Aucune des 2 ne s'est posée à la surface et on ne considère pas le crash de Messenger comme un atterrissage contrôlé. Donc ça ne compte pas. Dans le système solaire intérieur, Vénus, Mars, la Lune ou même la ceinture d'astéroïdes ont eu droit à des dizaines de missions robotiques chacune, que ce soit des sondes, des atterrisseurs, des orbiteurs, des impacteurs ou des rovers. Mercure n'en a que 2 à son actif. Mais ça va rapidement changer puisque la JAXA et l'ESA, donc les agences spatiales japonaises et européennes, ont envoyé leur propre sonde nommée Bepi Colombo qui devrait arriver sur Mercure après de nombreuses corrections de trajectoire en 2026. Nous ne savons pas précisément en quelle année un atterrisseur ou un rover se posera directement sur sa surface. Ce qu'on sait, c'est que ça ne risque pas d'arriver dans les prochaines années. Mercure est la planète tellurique la plus énigmatique et la moins connue de tous. On connaît plus de choses sur la Lune que sur Mercure par exemple. Nous sommes avec Mercure ce que nous étions avec Vénus et Mars dans les années 70. Et c'est ça aussi, la beauté de l'exploration spatiale. C'est le voyage vers l'inconnu. En attendant qu'Elon Musk colonise Mercure, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications, ou à lâcher un petit commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine!